1914. L'Europe est brillante, prospère, industrialisée. Les grandes puissances paradent dans leurs uniformes impeccables, exhibent leurs canons flambant neufs, leurs empires étendus sur les 5 continents. Mais derrière le vernis des expositions universelles et des valses viennoises, une tension sourde gronde. Les alliances se nouent comme des pièges. Les peuples se méfient. Les dirigeants s'observent. L'air est lourd. Un rien pourrait suffire à tout faire basculer. Et ce rien arrive un matin de juin, dans une petite ville de Bosnie, Sarajevo. En quelques semaines, l'Europe tout entière s'embrase. Des millions d'hommes sont appelés à la guerre. Une guerre que l'on promet rapide, glorieuse, décisive. Mais ce sera une boucherie. Une guerre totale, industrielle, mondiale. La Première Guerre mondiale n'a pas seulement redéfini les frontières. Elle a redéfini l'humanité elle-même. Bienvenue dans l'histoire de la Grande Guerre. La Première Guerre mondiale n'est pas née d'un seul coup de feu, mais d'un enchevêtrement de tensions, d'orgueil et de rivalités accumulées pendant des décennies. C'est un piège géopolitique qui s'est refermé sur l'Europe, un engrenage dont chaque nation a été à la fois complice et victime. À la fin du XIXe siècle, le monde est divisé entre empires coloniaux, le Royaume-Uni règne sur un quart de la planète, la France s'étend en Afrique et en Asie, tandis que l'Allemagne, unifiée tardivement, réclame sa part du gâteau impérial. Cette compétition féroce pour les colonies, les matières premières et les routes commerciales attisent les rancunes. Mais les rivalités ne sont pas que lointaines. En Europe même, les États vivent dans une peur mutuelle permanente. L'Allemagne impériale de Guillaume II rêve de supplanter la France et d'humilier l'Angleterre. De son côté, la France ne digère toujours pas l'annexion de l'Alsace-Lorraine après sa défaite contre la Prusse en 1871. Quant à la Russie, elle veut s'imposer comme protectrice des Slaves des Balkans, ce qui l'oppose frontalement à l'Empire austro-hongrois, fragilisé par ses tensions internes. Et dans cet échiquier instable, chacun se prépare au pire. On réarme. On dresse des plans. On noue des alliances, la triple entente, France, Royaume-Uni, Russie, contre la triple alliance, Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie. C'est un jeu d'équilibre dangereux, où une simple étincelle peut provoquer l'embrasement. L'Europe du début du XXe siècle est un baril de poudre. Il ne manque qu'un allumeur. En ce début de XXe siècle, l'Europe ressemble à une salle de bal où les grandes puissances dansent sur un volcan. Derrière les fastes impériaux, les uniformes rutilants et les alliances diplomatiques, chaque nation cache sa peur, son orgueil et ses ambitions inavouées. L'équilibre est fragile. Et sous la surface, la tension monte. L'Empire allemand, jeune et ambitieux, veut sa place au soleil. Sous le règne de Guillaume II, Berlin modernise son armée, renforce sa flotte et lorgne sur les routes commerciales dominées par les Britanniques. Sa puissance industrielle impressionne et inquiète. L'Allemagne se veut moderne, conquérante, arrogante même. Elle rêve d'un empire planétaire, d'une hégémonie continentale. Mais elle est entourée. La France, humiliée par la défaite de 1870 face à la Prusse, nourrit une obsession, récupérer l'Alsace-Lorraine. Elle renforce ses alliances, notamment avec la Russie. Ses stratèges peaufinent le plan 17, fondé sur une offensive rapide contre l'Allemagne. La revanche est dans tous les esprits, gravée sur les monuments, chantée dans les écoles, soufflée dans les discours politiques. Le Royaume-Uni, quant à lui, regarde le continent avec méfiance. Puissance navale et commerciale dominante, il se méfie de la montée en puissance allemande. Londres noue des accords avec Paris et Saint-Pétersbourg, formant la triple entente. Mais l'Angleterre reste insulaire et hésite à s'engager dans un conflit continental. Du moins, jusqu'à ce que ses intérêts vitaux soient menacés. La Russie des tsars, vaste mais instable, joue un jeu dangereux. Son soutien aux Slaves des Balkans, notamment aux Serbes, l'oppose à l'Autriche-Hongrie. L'armée russe est nombreuse mais mal équipée. Et en interne, l'agitation sociale gronde. Le tsar Nicolas II veut restaurer la grandeur de la Russie par une victoire militaire. L'Empire austro-hongrois, enfin, est un colosse aux pieds d'argile. Multiethnique, rongé par les nationalismes internes,
il tente de maintenir son autorité sur les peuples slaves. Son alliance avec l'Allemagne est vitale pour sa survie. Sa crainte? Que les revendications des Balkans ne mettent le feu à tout l'édifice. Chaque puissance avance ses pions. Chaque général relie ses plans. Chaque ministre se prépare à la guerre, tout en parlant de paix. Ce n'est plus qu'une question de temps. 28 juin 1914, Sarajevo. Une date et un lieu qui, jusqu'alors, ne signifiaient presque rien pour le monde. Et pourtant, ce jour-là, un jeune étudiant nationaliste serbe du nom de Gavrilo Princip va faire basculer l'histoire. L'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois, effectue une visite officielle en Bosnie, récemment annexée par Vienne. Il est venu avec son épouse Sophie, pour affirmer la présence impériale dans ces terres slaves où gronde le nationalisme. Une provocation pour beaucoup. Dans les rues, l'ambiance est lourde. Des jeunes militants de la société secrète La Main Noire sont là. Ils sont armés. Ils attendent leur heure. Ce jour-là, la sécurité est légère, l'itinéraire de la procession est public. Un premier attentat échoue, une grenade lancée rate sa cible. L'archiduc poursuit malgré tout la visite. Ironie cruelle de l'histoire, c'est en prenant un mauvais itinéraire que la voiture impériale s'arrête, par hasard, juste devant un café où se trouve Gavrilo Princip. En un éclair, il sort son arme et tire. 2 coups. François Ferdinand meurt sur le siège arrière. Sophie, touchée, meurt à ses côtés. L'Europe vient de s'embraser. Vienne explose de colère. Le deuil se transforme en prétexte. L'Empire austro-hongrois accuse la Serbie d'avoir orchestré l'attentat. Un ultimatum impossible à accepter est envoyé à Belgrade. La Serbie hésite, recule, accepte presque tout, mais pas l'humiliation totale. Et le 28 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. C'est la première pierre qui tombe. Par le jeu des alliances, les autres suivent, la Russie se mobilise pour défendre la Serbie, l'Allemagne répond en déclarant la guerre à la Russie, puis à la France. L'Angleterre, elle, entre en scène après l'invasion de la Belgique. En quelques jours, l'Europe tout entière bascule dans la guerre. Ce n'est plus un engrenage. C'est une cascade. Et au fond, personne ne mesure encore l'ampleur du cataclysme à venir. La guerre qui devait durer quelques mois va plonger le monde dans 4 années de cauchemar. Sur la ligne qui sépare la France et la Belgique de l'Allemagne, un nouveau type de guerre prend forme, la guerre des tranchées. Après la bataille de la Marne en 1914, les deux camps s'enterrent littéralement. Des milliers de kilomètres de tranchées sont creusés, formant un labyrinthe boueux, glacial, infesté de rats et saturé de peur. C'est un monde parallèle, où chaque jour peut être le dernier, et où l'ennemi se trouve parfois à quelques dizaines de mètres. Dans ces boyaux étroits, les soldats vivent dans une attente angoissante. L'eau croupie, les bombardements incessants, les assauts suicidaires pour gagner quelques mètres, font de cette guerre une horreur quotidienne. Les obus déchirent le ciel, le gaz moutarde rampe comme un serpent invisible, les mitrailleuses fauchent des vies à une vitesse inhumaine. La Somme, Passe-Chandaël, Ypres. Autant de noms devenus synonymes de carnage. Les offensives s'enchaînent, mais les lignes bougent à peine. Les pertes se comptent par centaines de milliers, pour des gains souvent dérisoires. Cette guerre devient une guerre d'usure, où le courage côtoie l'absurde, et où la folie n'est jamais loin. Les lettres des poilus racontent l'horreur, mais aussi l'humanité qui subsiste, la fraternité entre hommes condamnés à survivre ensemble dans la boue et le sang. Ce front ouest, figé dans le temps, restera à jamais gravé comme le théâtre d'une des souffrances humaines les plus intenses du XXe siècle. Entre 1915 et 1917, la guerre s'installe dans la boue, le froid et la terreur des tranchées. Fini l'illusion d'un conflit rapide, place à une guerre d'usure, figée dans des lignes torturées de barbelés, de cratères d'obus et de cadavres ensevelis sous la boue. Du front de la Somme à Verdun, les soldats vivent un quotidien effroyable, coincés entre attaques suicidaires et attentes interminables dans l'humidité, les rats, la vermine, et le vacarme incessant des canons. À Verdun en 1916, les Français et les Allemands s'affrontent pendant 300 jours dans une bataille titanesque.
Plus de 700 000 hommes sont tués, blessés ou portés disparus. Verdun devient un symbole, ils ne passeront pas, scande la propagande française, tandis que les hommes, transformés en ombre, endurent l'enfer pour quelques mètres de terrain. Dans les tranchées, la fraternité entre soldats devient vitale. On y développe un langage propre, des chants, des rites pour ne pas sombrer. Les permissions sont rares, les souffrances permanentes. L'ennemi n'est pas toujours un monstre. À Noël 1914, dans certaines zones, des soldats français, britanniques et allemands échangent même des chants et du chocolat. Une humanité brève, fauchée aussitôt par les ordres supérieurs. Mais le plus terrible, c'est l'évolution technologique de la guerre, les gaz toxiques font leur apparition, les mitrailleuses fauchent des centaines de soldats en quelques secondes, les tanks et l'aviation naissante transforment le champ de bataille en laboratoire de la mort. Les hommes meurent pour des gains dérisoires. Les familles, elles, pleurent des fils, des pères, des frères perdus dans la glaise. Entre espoir de paix et désespoir, cette période incarne le sommet de l'absurdité militaire. La guerre devient industrielle, automatique, inhumaine. Et pourtant, les soldats tiennent. Par devoir, par peur, par solidarité. L'enfer des tranchées n'est pas seulement une page d'histoire. C'est une blessure ouverte dans la mémoire de l'humanité. En 1917, alors que l'Europe s'enlise dans une guerre d'usure interminable, un événement va profondément bouleverser l'équilibre du conflit, l'entrée en guerre des États-Unis. Cette décision, prise par le président Woodrow Wilson, marque un tournant stratégique, moral et logistique dans le déroulement de la Première Guerre mondiale. Depuis 1914, les États-Unis avaient officiellement adopté une posture de neutralité, bien que leurs liens économiques avec les Alliés, notamment la France et le Royaume-Uni, se soient intensifiés. Mais plusieurs facteurs allaient faire pencher la balance. Le plus marquant fut la guerre sous-marine menée par l'Allemagne. En ciblant sans distinction les navires commerciaux, les U-boots allemands ont coulé, en 1915, le paquebot britannique Lusitania, provoquant la mort de 128 citoyens américains. L'indignation grandit alors dans l'opinion publique des États-Unis. Le télégramme Zimmermann a un message diplomatique secret intercepté en 1917, dans lequel l'Allemagne proposait une alliance au Mexique contre les États-Unis fit l'effet d'une bombe. Ce fut l'ultime provocation. Le 6 avril 1917, les États-Unis déclarent officiellement la guerre à l'Allemagne. L'impact fut considérable. Les troupes américaines, surnommées les Sami, débarquent en Europe avec enthousiasme, fraîcheur et matériel abondant. Le moral des Alliés est regonflé, alors que les empires centraux commencent à ressentir les effets du blocus et de l'épuisement. Sur le plan politique, l'arrivée des Américains ajoute aussi une nouvelle dimension, celle d'un conflit mondial dans lequel les valeurs de démocratie, de liberté et de paix durable sont désormais invoquées. L'intervention américaine ne mit pas fin immédiatement à la guerre, mais elle en accéléra incontestablement le dénouement. Pour l'Allemagne, c'était désormais une course contre la montre face à une puissance industrielle et militaire en pleine ascension. 1917, tandis que l'Europe se déchire dans la boue et le sang, un autre séisme secoue le monde, bien loin du vacarme des tranchées occidentales. En Russie, l'hiver est glacial, mais ce sont les tensions sociales et politiques qui consument le vieux régime. L'empire des Romanov vacille sur ses bases fragiles, usé par des années d'absolutisme, des injustices sociales criantes et une guerre que le peuple ne comprend plus. En mars 1917, la colère explose. Ouvriers, soldats, femmes et paysans envahissent les rues de Pétrograd. Le tsar Nicolas II abdique. Une révolution sans précédent vient de renverser une dynastie pluriséculaire. Mais la liesse est de courte durée. Tandis que le gouvernement provisoire peine à rétablir l'ordre, une autre force s'organise dans l'ombre, les bolcheviks de Lénine. Leur mot d'ordre est clair, la paix, le pain, la terre. En novembre, ils prennent le pouvoir dans un coup d'État éclair. La Russie change de visage, elle devient soviétique. Le pays signe la paix avec l'Allemagne en mars 1918, libérant ainsi des divisions entières du front Est. C'est un tournant stratégique, les Allemands peuvent concentrer leurs forces sur la France et la Belgique. Mais ce retrait de la Russie sonne aussi comme une rupture dans l'ordre ancien, les empires ne sont plus intouchables, les peuples réclament justice.
la révolution russe marque une fracture idéologique majeure dans le monde. Désormais, deux visions du pouvoir, de la société et de l'homme s'affrontent. Le champ de bataille s'élargit, il est désormais aussi politique, économique et philosophique. Une nouvelle ère s'ouvre, sur les ruines encore fumantes d'un vieux monde. 11 novembre 1918. À 5h15 du matin, dans un wagon stationné dans la clairière de Rotonde, dans la forêt de Compiègne, les représentants allemands signent l'armistice qui met officiellement fin au combat de la Première Guerre mondiale. Après 4 années de carnage, de tranchées et de ruines, le silence tombe sur les fronts, comme un soulagement funèbre. À 11h, les canons se taisent. C'est fini. Mais la paix est amère. L'Allemagne, affaiblie, humiliée, accepte des conditions dures. Le traité de Versailles, signé en 1919, imposera des réparations colossales, des pertes territoriales, et une clause de culpabilité totale, nourrissant les rancœurs et posant les germes d'un autre conflit à venir. Les populations, elles, pleurent les morts. Plus de 18 millions de vies ont été fauchées, des générations entières brisées. Des familles entières ne reverront jamais leurs fils, leurs frères, leurs pères. La terre d'Europe est balafrée, jonchée de cratères, de barbelés et de croix blanches. L'armistice n'est pas la paix, mais une trêve, un répit. Pourtant, dans les rues de Paris, Londres, New York, les foules exultent. On célèbre la fin d'un cauchemar, l'espoir d'un monde meilleur, la promesse, peut-être naïve, que ce soit Vlader. La Première Guerre mondiale aura changé le visage du monde, la carte de l'Europe est redessinée, les empires austro-hongrois, ottomans et russes s'effondrent. De nouvelles nations émergent, des idéologies prennent racine. Un nouvel ordre mondial tente de s'imposer, fragile, incertain, bâti sur les ruines d'une guerre totale. La Première Guerre mondiale a bouleversé l'ordre du monde. En novembre 1918, le silence des armes ne signifiait pas la fin des souffrances, mais le début d'un monde à reconstruire. Avec plus de 18 millions de morts dont 1,4 million de Français et des dizaines de millions de blessés, mutilés, traumatisés, l'Europe sort exsangue du conflit. Le traumatisme est profond, ancré dans les chairs, les esprits, et les paysages. Les cartes géopolitiques sont redessinées. 4 grands empires s'effondrent, l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman, l'Empire russe et l'Empire allemand. De nouveaux États apparaissent sur les décombres, comme la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie ou la Pologne. Mais ces naissances se font dans la douleur, semant déjà les graines de futurs conflits. Le traité de Versailles, signé en juin 1919, impose des conditions sévères à l'Allemagne, pertes territoriales, limitations militaires, réparations économiques écrasantes. Humiliée, l'Allemagne vit ce traité comme une injustice, ce qui alimentera, 2 décennies plus tard, la montée du nazisme et la Seconde Guerre mondiale. Sur le plan social, la guerre a bouleversé les sociétés. Les femmes, massivement mobilisées dans les usines et les services, ont pris une place inédite dans l'espace public, amorçant une transformation lente mais irréversible des rôles sociaux. Le pacifisme se répand dans les esprits, porté par le souvenir atroce des tranchées. Enfin, la guerre a transformé la guerre. L'industrialisation des conflits, l'usage massif de l'artillerie, du gaz, des tanks, des avions, ont marqué l'entrée dans une nouvelle ère de violence mécanisée. L'Aldr n'était qu'un prélude. Un monde nouveau naissait sur les cendres du vieux. La Première Guerre mondiale s'est achevée, mais elle a laissé un monde en ruine. Des millions de morts, des générations sacrifiées, des villes anéanties et des cœurs brisés. Elle devait être l'Aldr, pourtant, à peine 20 ans plus tard, l'histoire replongeait dans les ténèbres. Cette tragédie a changé à jamais notre vision du monde, bouleversé les frontières, redessiné les alliances et semé les graines de nouveaux conflits. Mais au-delà des chiffres et des dates, c'est l'humanité qui vacille. Ce sont des visages, des familles, des destins. C'est dans chaque croix alignée sur les champs de bataille, dans chaque silence du 11 novembre, que résonne encore l'écho de cette horreur. Et maintenant? Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre l'impact profond de cette guerre, likez, abonnez-vous et partagez-la. Aidez-nous à faire vivre la mémoire, à transmettre ces histoires à ceux qui ne les connaissent pas.
L'histoire ne doit jamais s'oublier. Elle doit nous enseigner, nous unir et nous inspirer. Dites-nous en commentaire, quelles leçons retenez-vous de cette guerre ?